côté-ci de la Méditerranée ne connaissent pas toujours l'histoire de la Méditerranée. Mais elles n'ignorent rien de l'histoire en train de se faire. Et elles n'oublieront pas que le printemps arabe est parti des rives de Carthage. En quelques années, le peuple tunisien aura donné une très belle leçon, celle d'une révolution démocratique. L'Ancien Régime n'aura pas résisté longtemps à la mobilisation surgie des profondeurs des régions. On a pu craindre que cette révolution, après tant d'autres, fût confisquée par des forces obscures, mais auréolée de leur longue abstinence et aussi de leur résistance. Mais la lame de fond démocratique a continué de pousser, rejetant la violence et les oukases. Et, au terme d'un débat long et passionné, l'Assemblée constituante a ouvert à votre pays la voie de la stabilité politique dans un état de droit. Comment ne pas dire ici notre profonde admiration de la maturité politique du peuple tunisien et de ses représentants. Sans concession sur l'essentiel, la Tunisie a démontré avec un sens très rare de la négociation et du compromis que la démocratie n'est pas un horizon lointain, encore moins un luxe, mais le meilleur mode du vivre ensemble entre des hommes et des femmes libres et responsables. Bon, nous n'ignorons pas que le bouleversement politique est aussi la source de difficultés économiques immédiates pour la Tunisie. Vous y faites face. Nous formulons le vœu que les institutions économiques internationales seront reconnaissantes à la Tunisie de la voie qu'elle a ouverte et qu'elles l'aideront à franchir ce cap. Car nous ne doutons pas que la Tunisie a tous les ressorts internes pour relancer sa croissance. Si j'en crois mon collègue et ami Elias Zouini, la pente du redressement est raide, mais nous savons que la Tunisie en a gravi beaucoup d'autres. Monsieur le Premier ministre, si Dauphine se sent aussi proche de la Tunisie, c'est aussi qu'elle y est présente, intellectuellement, institutionnellement, physiquement. Avec nos collègues tunisiens, nous œuvrons à former les cadres dirigeants dans une culture internationale. En effet, l'Université Paris-Dauphine a un campus international. Le premier, pour le moment, et il est à Tunis. Je salue la présence de son président, Rida Ferchiou, et de sa directrice générale, Amina Zegal. Dauphine à Tunis, ce sont déjà quelques 300 étudiants en licence, en master, en MBA, dans un étroit partenariat avec les entreprises que je veux ici remercier de leur engagement. De même que nous comptons à Paris plus de 1000 étudiants de master en apprentissage, en contrat d'apprentissage. Eh bien, nous souhaitons développer à Tunis toutes les formes de formation en alternance. Nous voulons être à Tunis une force d'innovation en matière de professionnalisation de la formation, et je le dis ici avec conviction devant la présidente et la délégation de l'UTICA. Dauphine est une université de sciences appliquées, vous le savez. Ici, l'économie est appliquée, les mathématiques sont appliquées, et nul besoin de préciser qu'il en va de même pour la gestion, pour le droit, pour l'informatique ou pour les sciences sociales. Cet éventail de disciplines, nous le mettons au service de l'expertise professionnelle que les employeurs reconnaissent volontiers chez nos diplômés. Et nous cultivons aussi la pluridisciplinarité pour former des cadres ouverts intellectuellement, capables d'évoluer dans des situations complexes et dotés d'une réelle capacité d'analyse. Quand on interroge les dirigeants d'entreprise sur les tendances futures
qui vont impacter l'entreprise dans les années qui viennent, eh bien, ils évoquent des sujets tels que le changement climatique, le vieillissement de la population, les risques géopolitiques ou la révolution numérique. Sur chacun de ces sujets, une seule discipline ne peut pas prétendre englober tous les savoirs. Et pour remplir sa mission, un cadre dirigeant doit pouvoir à la fois maîtriser les outils de la gestion d'entreprise, mais aussi être capable de penser son projet dans toutes ses interactions avec l'environnement. C'est en tout cas notre approche de la mission de formation qui est la nôtre. Pour le campus Dauphine-Tunis, nous nourrissons de grandes ambitions. We have a dream. Plus qu'un rêve. Nous sommes disponibles pour un projet. Celui d'un grand campus, avec d'autres institutions internationales, partageant des installations et des équipements pour leurs étudiants. Celui d'un lieu ouvert à tous les étudiants méritants, quelles que soient leurs conditions sociales. Celui d'un centre intellectuel articulé à une pépinière d'innovation et de création d'entreprises. Celui d'un hub attirant des étudiants de toute la région, du Maghreb à l'Afrique subsaharienne. Pour un tel investissement, nous apporterons notre savoir-faire, notre marque et notre enthousiasme, à défaut de capitaux, avec une seule limite, celle du respect scrupuleux de l'indépendance académique, notre bien le plus précieux que nous partageons avec nos collègues tunisiens. Monsieur le Premier ministre, votre présence en ce lieu rend hommage à la communauté académique de nos deux pays. Si celle-ci m'autorisait à m'exprimer en son nom, elle vous dirait simplement « Shukran jazilan ». Cher honorable professeur, je vous remercie pour ce geste symbolique mais fort de sens qui me touche, qui va droit au cœur. Recevoir une décoration d'une aussi prestigieuse université, c'est vraiment un honneur pour moi. Merci encore. Je voudrais m'adresser à l'ensemble aussi, à monsieur l'ambassadeur, madame la présidente de l'UTICA, honorables invités, mesdames et messieurs. Je suis aussi honoré et touché par votre invitation. C'est un privilège pour moi d'être parmi vous dans cette prestigieuse institution et je voudrais en profiter pour partager avec vous la vision que j'ai de la Tunisie, vous mettre au courant de ce qui se passe en Tunisie, mais je pense que d'après ce que je vois dans vos regards, vous êtes des adeptes et vous traquez dans le détail ce qui se passe, mais permettez-moi de vous donner l'analyse que je fais aujourd'hui de la situation en Tunisie. On va commencer par le début. Je pense que je ne vais pas vous lire le texte qu'on avait préparé. Je suis encore, pour la énième fois, désolé pour ceux qui lisent des discours pour moi. Je vous promets, la prochaine fois, je ferai l'effort. Mais je ne vous promets pas de le lire. La Tunisie, il y a 3 ans, il y a eu une révolution qui s'est déclenchée, qui s'est propagée aussi, qui a fait des adeptes dans la région, qui était porteuse d'espoir, qui était portée par des jeunes,
avides de liberté d'expression, de liberté politique, mais aussi des jeunes qui avaient des attentes sociales, des attentes économiques, des jeunes qui étaient connectés. Vous savez que les outils de la toile ont bien servi à ces jeunes-là, mais aussi des jeunes qui ne prenaient pas et qui ne trouvaient pas leur place dans la société, qui avaient des perspectives en deçà de leurs aspirations. 3 ans après, quel bilan on fait? Vous connaissez la situation. D'une révolte de jeunes, on est passé à une période de 3 années qui était politique par excellence, qui était politique, qui était caractérisée par des tensions, par des tiraillements, par quelques événements aussi graves comme les assassinats, mais c'était aussi en même temps constructif. La preuve en est le résultat auquel on est arrivé, cette belle constitution, ce consensus large, avoir une constitution séculaire, porteuse de toutes ces valeurs universelles, de la liberté d'expression à la liberté de foi, la liberté de conscience, l'égalité entre la femme et l'homme, jusqu'à parler de l'environnement, et avoir une constitution dans un pays qui se tiraillait et votait à 80%, c'était quand même une sortie par le haut, c'était un exploit, c'était le couronnement de cette période politique qui était douloureuse pour le pays, mais qui était quand même couronnée de succès. Et nous souhaitons consolider ça. L'avènement aussi de ce gouvernement, il a plusieurs appellations. L'un qui l'appelle technocrate, d'autres l'appellent de compétence, d'autres apolitique. Vous pouvez associer tout ça. Moi, je dis c'est un gouvernement qui doit gérer le pays et puis boucler la dernière page, tourner la dernière page de cette transition politique, tout en restant à égale distance de tous les partis politiques et en s'occupant des problèmes de pays. Donc voilà, c'est la mission prioritaire de ce gouvernement, c'est d'aider à préparer des élections, offrir le climat et l'environnement propice pour qu'elles se déroulent dans les meilleures conditions et ainsi tourner cette dernière page de la transition politique. Donc ça, c'est la mission. Bien évidemment, vous savez que ce gouvernement est issu du dialogue national avec une feuille de route, c'est une sorte de contrat entre le gouvernement et l'ensemble de la société civile, plus l'ANC, parce que aussi on a notre légitimité et on a été investi par l'ANC. Donc c'est l'ensemble des forces qui sont en place. Nous avons contracté avec une feuille de route, avec plusieurs aspects, la neutralisation de l'administration, mais on avait notre propre approche et c'est ce qu'on est en train de mettre en place, une approche pour que l'administration soit accueillante pour l'ensemble des Tunisiens, mais sur la base de critères de professionnalisme et de compétences et non pas d'allégeance. Et la seule allégeance, c'est à l'institution qu'on représente et puis à l'État pour lequel on travaille. Nous avons une méthodologie, nous avons une manière de faire, nous la déployons, lentement peut-être pour certains, mais sûrement pour nous, et c'est la seule manière d'établir des traditions dans ce pays où ce qui compte, c'est la compétence et la propreté ou l'intégrité plutôt que l'appartenance. On s'est attaqué aussi à toute forme de dépassement des lois, que ce soit quand on parle des ligues de protection de la Révolution. Maintenant, ce qu'on dit tout simplement, la Révolution a un État pour le protéger, il y a une loi, il y a une constitution. Si on a eu besoin à s'organiser d'une manière différente au début de la Révolution, il n'est plus question de le faire maintenant de cette manière-là. On revient à des fondamentaux de l'État. Et plusieurs autres détails, en fait, dans la feuille de route, j'en passerai, tout simplement pour dire que parmi les éléments qu'on doit offrir, il y a l'environnement politique, on en a parlé, l'environnement sécuritaire qui est très important, crucial pour tous les pays, plus particulièrement pour la Tunisie, et puis un environnement économique. Je vais peut-être parler un peu de la sécurité et après on prendra notre temps à parler économie et je compte prendre le risque de parler en votre présence. Ça m'enrichira au moins, ça me donnera quelques idées et ça me permettra de recevoir des critiques constructives. Pour la sécurité, quand on parle de sécurité, la première idée qui vient à l'esprit, c'est le terrorisme. On est confronté à ce phénomène, c'est quelque chose d'exogène, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, hein. C'est le contexte qui s'est créé depuis 3 ans, qui a fait que
il a réussi à infiltrer le territoire tunisien par le fait de la révolution qui a secoué l'État et qui l'a fragilisé et l'a rendu vulnérable, mais aussi par tout ce qui s'est passé autour. Et donc pendant ce temps-là, ils ont profité de ces instants de faiblesse pour s'implanter. Ils ont réussi à tuer, à blesser et à terroriser une partie de nos forces. Mais depuis, on a fait énormément de progrès, on s'est réorganisé, on a appris à apprivoiser et à traiter avec ce phénomène, et on a réussi dernièrement à lui apporter des coups durs, surtout à ses bras armés, et à le contrer. Et depuis quelque temps, on est passé à une autre phase où on ne l'attend plus, on va le chercher. Et c'est ce qui se passe en ce moment dans les mondes de Chaabi. Il y a un travail de fond qui est fait depuis 1 an sur la question sécuritaire que nous avons consolidé aussi. Nous avons affiché une détermination politique sans faille en disant qu'il n'y a pas de place pour le terrorisme en Tunisie. Et réellement, ce n'est pas qu'un slogan, ça porte toute sa signification et on est en train de le décliner sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu'on a tout supprimé. Vous savez, le contexte régional, il est ce qu'il est. La menace maintenant n'est plus que sur la Tunisie. Elle est peut-être, du fait du voisinage, un peu plus forte, mais c'est une menace globale. Et dans ce sens-là, l'ennemi est le même pour nous tous. L'ennemi, on a le même ennemi. Et c'est une menace qui est globale et la réponse ne peut être que globale. D'où l'intensification des échanges, l'intensification aussi du travail en commun avec tous les frères, tous les pays frères, plus particulièrement les voisins, mais plus que les voisins, comme je vous disais, la menace est régionale, la menace est globale et la réponse doit être régionale et globale. Nous y travaillons, nous sommes déterminés et nous faisons tout ce qu'il faut pour progresser et nous essayons aussi d'anticiper sur l'avenir de menaces en travaillant ensemble et puis en s'équipant aussi et en s'entraînant. Donc les choses progressent. La Tunisie est plus sûre aujourd'hui qu'elle l'était avant. Elle reste exposée, pas plus que les autres. Donc sur le plan sécuritaire aussi, on peut parler de criminalité, de risque de criminalité, mais on n'en est plus là. Le débordement qui s'est produit au début, qui est inhérent à toute révolution, on est en train de le contenir. Je pense que l'ordre est en train de revenir. Aussi, l'ordre est en train de revenir pour ne plus empêcher d'outils de production de tourner. C'est des choses qui ont pris du temps. Ils peuvent paraître lents parce que 3 ans c'est beaucoup, mais dans la vie des peuples et quand on parle d'événements majeurs comme la Révolution, nous savons que 3 ans c'est pas beaucoup. Donc on est dans cette équation, nous sommes impatients parce que nous voulons avancer rapidement, mais parfois c'est comme ça, c'est des tendances très fortes. Il faut consommer certains événements avant de progresser. Nous y sommes et j'espère que l'avenir est meilleur sur ce plan-là. Maintenant, on va arriver à l'économie. Pendant ces 3 dernières années, les 3 années de post-révolution qui étaient caractérisées, comme je le disais tout à l'heure, de tensions sociales, de troubles sécuritaires, de déraillements politiques, on avait oublié l'économie. Mais l'économie, on ne nous avait pas oublié. Et là, maintenant, en tournant la dernière page de la transition politique, on se rend compte qu'on se doit aussi d'opérer une transition économique. Et ça, c'est très important, parce que ça fait partie des environnements qu'il faut offrir pour réellement garantir une progression démocratique, garantir aussi l'aboutissement de ce processus politique, mais aussi pour assurer la pérennité. Parce que, pour être tout à fait honnête, quand on fait le bilan, il y a certaines causes racines de cette révolution qui sont encore là. Quand on parle de l'emploi des jeunes, quand on parle du déséquilibre régional, je pense objectivement on a progressé sur pas mal d'autres plans, mais pas sur celui-là. Et aujourd'hui, avec le résultat économique qu'on a, on se retrouve à traiter ces problèmes avec beaucoup plus d'impatience, mais avec un peu moins de moyens. Donc l'équation est un peu plus difficile, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas la résoudre. Et c'est un peu le rôle de ce gouvernement, associé aux organisations civiles, aux organisations sociales et toutes les forces en place pour essayer de trouver des solutions et avancer.
Bon, quelle est la situation économique? Il y en a qui disent qu'elle est catastrophique, désespérée, ceci, cela. Non, tout simplement, durant ces 3 années, avec l'environnement qu'on avait, ce n'était pas l'environnement propice pour attirer les investissements. Mais je pense qu'on a fait un exploit en gardant ceux qu'on avait et en gardant un certain niveau d'investissement, parce qu'il y a des gens qui connaissaient très bien le terrain, des hommes et des femmes sur place qui ont cru et qui ont résisté, des hommes et des femmes aussi qui connaissent, qui viennent de l'extérieur, mais qui connaissent le pays et qui ont résisté et qui ont même pu s'étendre et s'élargir et prendre le risque de s'élargir. Mais bon, le résultat est là, donc on n'a pas eu la croissance que l'on devait avoir pour créer des richesses, pour créer des emplois et répondre à ces causes racines de la révolution, à savoir offrir des emplois et surtout des emplois pour des jeunes formés, pour des jeunes diplômés. Ça, c'est le premier constat. Et associé à ça aussi, il ne faut pas oublier, il n'y a pas que de l'endogène, il n'y a pas que de la cause interne. Notre premier partenaire, c'est l'Europe. On fait 80% de nos échanges avec l'Europe. Et l'Europe, depuis le subprime, la crise de subprime et les conséquences sur l'Europe depuis 2009, on n'est pas dans une phase de croissance importante. On ne peut pas dire plus. Vous connaissez et vous saurez identifier la situation et la décrire mieux que moi. Donc quand on fait avec son premier partenaire 1% arithmétiquement, on sait, quand on fait 80%, on sait qu'arithmétiquement, on ne peut pas faire 10% chez soi. Donc ça, c'est un autre facteur. L'autre facteur aussi qui est très important, c'est ce qui s'est passé dans la région et plus particulièrement en Libye. La Libye, c'était un pays où on exportait des main-d'œuvre, c'était une source de devises qui nourrissait, qui irriguait l'économie tunisienne et puis sur le plan social aussi qui soutenait pas mal de familles. La Libye était aussi un marché. C'était un marché pour nous. Quand on regarde aujourd'hui, la Libye, c'est plus un pays qui n'a pas encore trouvé sa stabilité. On n'est plus dans le potentiel de cette opportunité. On a quelques menaces. Et aussi aujourd'hui, même les échanges qu'on a gardés, la moitié de ces échanges deviennent informels, ce qui échappe à l'État et ce qui n'est pas fait aussi pour régler tous les problèmes. Donc voilà, dans ce contexte-là, quand on regarde le résultat, moi, je dirais c'est à mi-plein, on n'a pas réglé nos problèmes, mais on a su résister. Je parle de résilience. D'ailleurs, c'est l'occasion pour vous dire si vous acceptez ce terme de résilience. Non, mais est-ce que vous l'acceptez en tant qu'économiste? Parce que c'est un peu un abus de langage. J'ai utilisé hier ou avant-hier, c'était avant-hier, mais j'ai réussi à coller tous les gouverneurs et les ministres. Bon. Mais je leur ai dit que c'était économique et c'est pas vrai. Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas le jouer comme ça. Mais bon, on parle de résilience. La résilience, c'est la souplesse qui permet de résister au choc. Et c'est une résilience économique, c'est un nouveau terme. Si vous l'adoptez, vous me ferez plaisir, mais vous n'êtes pas obligé de l'adopter. Vous pourriez me donner une alternative. Donc voilà, la situation économique, et ça a un impact. Aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble, on a parlé de l'investissement, on a parlé de création d'emplois, le plus impacté, c'est quand même le budget de l'État. C'est les finances publiques. Parce que toute cette pression qui s'est exercée sur des gouvernements successifs qui étaient de courte durée, la manière avec laquelle les gouvernements successifs ont répondu pour assurer une certaine stabilité et éviter l'explosion sociale, c'était de répondre par des augmentations de salaire dans le public, c'était aussi par le recrutement, et on se retrouve avec une masse salariale qui, au bout de 3 ans, a enflé de 40%. Et puis, la caisse de subvention, la caisse de compensation, qui permet de subventionner les denrées de base, et puis l'énergie aussi, pour la mettre sur le marché à des prix accessibles aux gens nécessiteux de faibles revenus, et puis aussi pour l'ensemble de l'activité économique. Chaque caisse avait, pour faire un chiffre rond, a pris 300% en 3 ans, en 4 ans. Donc c'est énorme. On a des dépenses qui se sont envolées et des recettes qui ont stagné. En plus, avec le développement de l'économie parallèle, on n'a pas eu les fruits nécessaires, en fait, les recettes nécessaires pour faire ça. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un déficit budgétaire qui est relativement important, avec des attentes aussi pour investir plus massivement et relancer l'économie. Donc la difficulté n'est pas simple. Donc dans ce gouvernement-là, on n'a pas été missionné pour régler les problèmes de
de la prochaine décennie. On a été missionné pour régler le problème jusqu'à la fin de l'année, et c'était ça le sens de notre contrat. Mais en faisant l'audit de la situation et en prenant conscience de la nécessité de commencer à réfléchir aux réformes, nous avons choisi, et nous le disons, le chemin le plus difficile, mais qui s'impose, et c'est l'intérêt du pays. Et nous savons combien c'est difficile d'aller entreprendre des réformes. Il y a des réformes, on entend parler de ces réformes-là depuis, je ne peux pas vous dire mon âge, mais c'est depuis que j'étais étudiant, donc plus que 10 ans, disons. Si vous faites le calcul, vous allez trouver plus, mais on va s'arrêter là. On va faire un calcul grossier, ça m'arrange. Et puis, on doit les faire à un moment où on est le plus de pression, à un moment où c'est vulnérable, c'est fragile, mais je pense que ça s'impose. Et nous proposons à l'ensemble des forces politiques, à l'ensemble de la société civile, à l'ensemble des décideurs et des gens qui ont conscience de la situation dans ce pays, d'aller dans ce sens-là. Et nous avons choisi le cadre du dialogue national. C'est une machine qui a fait ses preuves sur le plan politique. Nous utilisons le même outil. Donc nous passons par le dialogue. Le dialogue national, à l'époque, c'était animé par le quartet qui était formé par l'Union des travailleurs, l'Union du TICA, et puis l'Ordre des avocats et la Ligue des droits de l'homme. Maintenant, ce sera un cadre beaucoup plus élargi, où élargi aussi à nos compétences, à nos experts, donc appel à tous ceux qui sont dans cette salle-là et qui ont une appartenance à ce pays, ont une sensibilité d'y contribuer directement ou indirectement. Et nous essayons de convaincre dans des échéances courtes qu'on se doit de lancer ces réformes. Les réformes, ils vont toucher quoi? Tout d'abord, contenir la masse salariale. Au moins, on arrête cette tendance inflationniste assez importante sur la masse salariale. Aller reformer les subventions dans le sens de la rationalisation. On ne va pas les supprimer parce que nous considérons qu'on a un droit social, une obligation sociale assez importante, et c'est l'intérêt aussi du pays pour continuer à avancer sur sa transition politique et ne pas l'exposer à d'autres tensions qui risquent de remettre en cause tout un processus qui a connu une gestation très forte, mais quand même qui a accouché d'un beau bébé, et on aimerait bien le préserver. Donc voilà, rationalisation de subventions. On est en train de se chercher, on va faire un premier pas pour essayer de mieux cibler, mais après, à terme, on a commencé à travailler sur un fichier, et puis ce que nous souhaitons faire plutôt à terme, c'est une subvention directe, c'est-à-dire pratiquer les vrais prix sur le marché et donner de la subvention directe à ceux qui en ont besoin. Et puis la réforme bancaire aussi, c'est un certain nombre, on en parle. Là, réellement, on a décidé de le faire. Au bout de 2 mois et demi, là, on a sorti une stratégie, une vision qui est très claire. D'ailleurs, c'est ce qui nous a donné l'approbation du Fonds monétaire international, qui nous a voté la dernière tranche il y a 2 ou 3 jours avec l'unanimité. C'est parce qu'on a eu à expliquer, jouer la transparence avec tout le monde, mais aussi parce qu'ils ont vu que des projets, on arrivait à réanimer ou à réinsuffler de la vie à des projets qui datent depuis des années, en si peu de temps. La réforme fiscale aussi, c'est très important. On a un problème de couverture ou d'équité fiscale. Je sais qu'en Europe, aux États-Unis, c'était une obligation. En France aussi, on a le petit sport, on va pouvoir y échapper légalement. En Tunisie, on n'est pas arrivé à ce niveau de sport. C'est encore plus primaire pour certaines franges, mais il ne faut pas exagérer non plus la question. En tout cas, nous travaillons pour implémenter ça assez rapidement. C'est une manière aussi d'augmenter nos recettes. Combattre l'économie parallèle, ça c'est très important. Et ça fait partie aussi des questions de sécurité, parce que ça va de pair le banditisme, l'économie parallèle et le terrorisme. Ils font en général bon dimanche. Et donc quand on combat le terrorisme, quand on améliore la sécurité, quand on contrôle nos frontières, ça nous aide à avancer sur tous ces fronts-là. Bon, donc il y a des tas de petites choses. Nous souhaitons aussi, on a commencé à lancer des actions des quick wins. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une limitation à l'investissement en Tunisie, non seulement budgétaire, mais c'est notre capacité, la capacité de l'administration à exécuter aussi.
la capacité d'exécution limite la chose. Et on a constaté qu'il y avait pas mal de projets dont les fonds étaient définis, consacrés, dédiés, et arrêtés, et puis ça n'avance pas parce qu'il y a des problèmes sur le terrain et un projet peut rester à l'arrêt pendant 2 ans. Donc on a mis l'organisation qui nous a permis d'ores et déjà de décoincer quelques projets, et nous souhaitons aller dans ce sens-là pour essayer de pousser un maximum. Il faut des résultats tangibles, visibles, pour redonner de l'espoir, relancer l'espoir, mais en même temps, nous tenons un discours très franc qui peut faire peur parfois, mais c'est comme ça, on aurait aimé annoncer que des bonnes nouvelles. Nous ne voulons pas annoncer des promesses que nous saurions tenir, et puis nous pensons que pour le pays, on se doit d'être franc avec tout le monde. C'est la voie de la responsabilisation, et donc nous allons partager tout ça avec les forces vives, l'ensemble des forces actives et vives, mais avec le grand public, et nous continuons à le faire sans les paniquer, parce que réellement il n'y a pas de raison de paniquer. La Tunisie conserve des fondamentaux, des arguments et des atouts qui sont très très forts. Cette Tunisie, elle est pionnière dans l'innovation politique, elle est pionnière dans l'ouverture. On est au croisement d'espaces énormes et d'opportunités énormes. Nous travaillons avec l'Europe et nous avons ce savoir-faire de travailler avec l'Europe, une présence, un dialogue, des échanges. C'est notre premier partenaire. Nous faisons partie de ce monde arabo-musulman. Nous sommes au nord de l'Afrique. Nous sommes au centre en fait du Maghreb. C'est des zones à perspective. Si on essaie de dépasser les problèmes d'aujourd'hui, de regarder à terme, c'est un potentiel énorme. C'est des perspectives qui sont énormes, qui sont intéressantes. Nous sommes situés au niveau de ce carrefour. Nous disposons de tous les atouts objectifs, et nous souhaitons d'ores et déjà, dès maintenant, avec cette nouvelle Tunisie, cette Tunisie qui est libre de s'exprimer, qui est libre d'agir, qui est libre de travailler, qui est libre d'entreprendre, nous souhaitons, avec cette Tunisie, saisir cette opportunité, se projeter dans cet avenir, et je vous assure que pour vous tous, pour les Français, pour les Européens, et pour les Africains, pour les Maghrébins, et pour le reste de la région, nous ne sommes pas qu'un pays qui demande à être aidé, et nous ne le faisons pas d'ailleurs. Nous demandons une coopération, nous sommes une opportunité pour l'avenir. Nous avons les ressources, nous avons tout ce qu'il faut pour rebondir, mais nous avons tout ce qu'il faut aussi pour travailler ensemble, en étroite collaboration, saisir des opportunités. C'est cette Tunisie que je viens représenter aujourd'hui, que je me plais à appeler la start-up démocratie. Elle a tout d'une start-up. C'est pas, quand je parle de start-up, pour certains qui ne comprennent pas trop le terme, là, je suis avec des gens qui savent donner la vraie signification à ce terme, ils pensent que c'est pertinent. Quand je parle de start-up, je parle de levier, je parle de potentiel. Je rappelle que les plus grosses firmes aujourd'hui mondiales, qui ont des capitalisations qui dépassent de loin les PIB de pas mal de pays réunis, c'était des start-up, et c'est ce que je signifie par start-up. Donc j'appelle tout le monde à y croire, à prendre confiance, à investir et à toucher les dividendes. Merci pour votre attention.